Bonjour à tous. Donc, on va commencer cette journée, ce colloque, qui va nous tenir vraiment pendant toute la journée, euh, sur ce que j'ai appelé état de l'art, état d'alerte. Alors, je vais un peu m'expliquer sur ce titre. J'ai voulu mettre en avant la dimension recherche de la musique, parce que dans le cadre de ma chaire, je traite de beaucoup de thèmes comme la question des formes, la question du temps, la question des éléments de composition, des questions esthétiques. Mais j'ai voulu, pour ce colloque, vraiment interroger la recherche sur son état. Alors c'est l'état de l'art, parce que c'est toujours quelque chose qui est en construction, c'est-à-dire qu'on a toujours des outils qui sont en construction, et on va voir plusieurs thématiques qui vont se décliner sur ces outils et sur leur possible pérennité, les dangers du fait aussi que cette pérennité est très souvent mise à mal par une situation technologique. Donc on va parler de cette thématique. Et j'ai appelé ça aussi état d'alerte parce que il y a toujours le danger, quand on utilise des outils de recherche, le danger de la boîte à outils. Je mettrai un petit peu en opposition les outils d'écriture, qui sont des outils réels ou des outils virtuels, et les outils conceptuels sur lesquels nous travaillons. Et l'autre branche, enfin l'autre direction, ce serait la boîte à outils. Ce que j'appelle la boîte à outils, ce serait un catalogue de possibilités qui peuvent nous être offertes par la technologie, et donc chez qui les compositeurs ou les créateurs viendraient se nourrir. Donc ce qui est une chose tout à fait possible. Il ne s'agit pas de mettre l'un contre l'autre, mais j'aimerais qu'on puisse, au cours de cette journée, réfléchir à ces outils au niveau des outils d'écriture, c'est-à-dire vraiment des outils qui nous permettent de rentrer à l'intérieur du matériau et de voir aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur depuis quelque temps, c'est les possibilités d'une écriture de la musique électronique. Ça, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir plusieurs fois. Enfin, moi, je ne vais pas m'exprimer dans ce colloque, mais disons, j'aurai l'occasion de poser des questions. C'est quelque chose qui me paraît fondamental parce que on s'aperçoit que l'invention musicale, la manière dont les idées se développent et se cristallisent, provient du fait qu'on utilise l'écriture. C'est-à-dire le fait de représenter d'une manière, qu'elle soit graphique, qu'elle soit de toute autre possibilité, qu'elle soit logique. Enfin, disons, quand on a un outil de représentation, ça nous permet de développer des principes, de développer des idées, et ça nourrit grandement l'imagination créatrice. Donc, c'est vers cette possibilité-là que j'aimerais qu'on puisse décliner plusieurs questions qui vont se poser au cours de cette journée. Alors, j'ai un petit regret dans cette chaire, mais c'est un regret qui est dû à des contraintes de temps, c'est que j'aurais souhaité qu'il y ait plus de compositeurs, parce que donc c'est vraiment le but de ce colloque, c'est vraiment de parler des outils de la composition. Mais j'avais par exemple invité la compositrice Julia Blondeau, mais elle va avoir une première et une création vendredi prochain, donc elle est en répétition, donc elle n'a pas pu venir. J'avais souhaité inviter aussi Philippe Hurel, mais aussi il m'a décommandé au dernier moment parce qu'il est aussi, comme beaucoup, en train de terminer une partition. Voilà, donc on a la chance d'avoir Yann Marèche qui va représenter dignement et puis José Miguel Fernandez aussi qui va nous parler de ses travaux. Mais voilà, j'aurais souhaité qu'il y ait un peu plus de compositeurs, mais c'est comme ça. Alors, je vais vous décrire brièvement, avant de passer la parole au premier intervenant, je vais vous décrire brièvement
la journée et vous expliquer comment ça va pourquoi j'ai choisi cet ordre-là. Donc, on va commencer par deux chercheurs. C'est donc Thomas Elie et Nicolas Aubin, qui travaillent principalement à l'IRCAM, mais aussi CNRS, qui vont nous parler on va rentrer là vraiment dans la matière, c'est-à-dire qu'ils vont nous parler de la matière synthétique, enfin disons la synthèse de son. Dans le cas de Thomas Elie, il va nous montrer aussi des types de représentations avec un outil que je trouve personnellement tout à fait passionnant, qui s'appelle le Snail. Vous allez voir, c'est un outil que j'aimerais beaucoup qu'on puisse d'ailleurs développer d'une manière autre que analytique, mais de manière comme un outil de création. Donc on va parler là ici vraiment de la synthèse sonore, de certains outils qu'on peut faire dans la synthèse sonore au niveau du son, vraiment lui-même, la construction du son. Ensuite, Nicolas Aubin, à 9h45, lui, va nous parler de ses travaux sur la voix, la synthèse vocale, tout ce qu'on peut faire et imaginer maintenant avec la synthèse vocale au niveau de la voix parlée, mais aussi au niveau de la voix chantée. Et donc, ces deux premières communications vont poser la question du matériau de synthèse, mais que ce soit la technique instrumentale, par exemple, et de la synthèse qui est conçue comme une technique instrumentale, ou de la synthèse vocale avec ce qu'on peut en faire au niveau des applications et dans la musique et aussi dans le théâtre, bien sûr. Ensuite, donc, on va passer à on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que Michael Malt, qui est aussi un chercheur qui travaille à l'IRCAM, qui va nous parler de ce qu'on appelle les descripteurs sonores. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les descripteurs sonores, puisque j'imagine qu'il y a une ligne qui part donc par exemple des instruments. Prenons le cas où on veut faire dialoguer un instrument avec de la musique de synthèse en temps réel. Donc il y a l'instrument et il y a la musique de synthèse. Et il peut y avoir un organe de communication qui part de l'analyse de l'instrument et qui va fournir des informations au programme de synthèse qui, lui, va se servir justement des paramètres qui ont été fournis par le discours instrumental. Et le descripteur sonore, alors il va nous faire un topo là-dessus, mais ce sont vraiment tout l'ensemble des outils qui font transiter l'information entre le monde instrumental ou vocal, d'ailleurs, enfin disons ce qui est produit pendant le concert en live, comme on dit dans notre jargon, et la manière dont voilà, ça va être l'organe d'information pour aller nourrir de la synthèse sonore qui, elle, va se servir de cette information. Donc c'est un maillon que je trouve fondamental dans cette chaîne d'informations et dans cette chaîne d'éléments pour produire donc de la musique. Alors ensuite, Serge Mouton va nous parler qui lui était aussi réalisateur en informatique musicale à l'IRCAM, va nous parler de quelque chose que je trouve très fondamental, et là c'est vraiment l'état d'alerte et non pas l'état de l'art, enfin c'est un peu les deux, c'est composé pour la postérité à l'époque de l'obsolescence programmée. On sait que les outils technologiques sont des outils qui ont une durée de vie assez réduite. Je ne parle pas des concepts, je parle des outils, c'est-à-dire qu'il faut changer son ordinateur tous les 4 ou 5 ans, si ce n'est pas plus rapidement. Tout le monde connaît le problème que les logiciels sur lesquels on travaillait il y a quelques années ne fonctionnent plus sur certains nouveaux outils. Alors, c'est intéressant comme débat parce que moi, je l'ai bien connu dans le sens où je m'intéresse fondamentalement aux technologies en temps réel. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a deux sortes de populations, si vous voulez, musicales qui utilisent ces technologies-là. Il y a nous, les compositeurs, c'est-à-dire qui travaillons à la fois avec le monde instrumental et vocal, mais avec le monde de la synthèse sonore et du traitement en temps réel. Et il y a une autre catégorie qui sont ce qu'on appelle les performeurs ou les improvisateurs. Alors ça, c'est intéressant puisque les performeurs et les improvisateurs se sont emparés des technologies en temps réel depuis assez longtemps. Et pour eux, le fait qu'un outil soit renouvelé ne pose pas de problème, puisque par définition, l'improvisation ne va pas répéter ce qui a été fait avant. C'est quelque chose qui doit se renouveler en permanence. Donc ce renouvellement et cette
sur les sens est quelque chose qui, à la limite, ne pose pas trop de problèmes avec les performeurs, puisque finalement, ils ne sont pas dans cette idée de conservation. Par contre, nous, les compositeurs, on est dans l'idée de la constitution d'un répertoire. Et qui dit un répertoire, dit conservation. C'est-à-dire que la musique que j'ai composée, par exemple, à la fin des années 70, au début des années 80, eh bien, je voudrais qu'elle soit encore jouable aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut reconfigurer, réinterpréter, réécrire des programmes. Et tout ça, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, Serge Mouton va nous expliquer quelles sont les difficultés sur lesquelles on bute de ce point de vue-là. Ensuite, après une courte pause, c'est José Miguel Fernandez, qui est compositeur et aussi réalisateur d'informatique musicale, qui, lui, va nous parler donc de procédés de composition avec donc la technologie informatique, mais il va nous montrer comment on peut constituer des bibliothèques d'outils qui sont créés au moment où on le veut, qu'on vient chercher et ensuite qu'on rappelle plus tard dans la mémoire. C'est-à-dire qu'on a des outils qui doivent être assez dynamiques, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez besoin d'une clarinette, et ben vous prenez une clarinette et puis quand vous n'en avez plus besoin, ben vous l'achetez à la poubelle. Elle ne vous encombre plus. Et si vous en avez besoin encore, eh bien vous la reconstituez. Donc il va nous montrer comment il travaille avec ces outils. Donc vous voyez qu'on va partir du son lui-même pour arriver donc à des problématiques compositionnelles. Et on va terminer cette matinée par l'intervention de Nicolas Donin, qui est musicologue et travaille aussi à l'IRCAM, parce que j'ai voulu qu'il y ait un regard esthétique, c'est-à-dire qu'on ne reste pas uniquement dans la technique. Et j'ai invité donc pour la fin de cette matinée Nicolas Donin pour qui nous pose son regard esthétique, son regard de musicologue sur les outils, pas uniquement sur les outils, mais sur ce que les outils fournissent et sur ce que les outils veulent dire. Et quelles sont les conséquences donc de tout le travail qui a été fait au niveau de l'esthétique musicale. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc ça, ce sera pour la matinée. Et alors l'après-midi, on va rentrer donc dans une problématique un peu plus proche, je dirais même, de la composition, puisqu'on va commencer avec Archiaconte et Gérard Berry, qui sera là aussi. Archiaconte, qui est quelqu'un qui a eu énormément d'importance et qui en a toujours dans notre vie musicale, enfin pour nous compositeurs, c'est quelqu'un dont la spécialité est le suivi de partition. Donc il va nous montrer comment s'élabore un suivi de partition, c'est-à-dire comment est-ce qu'un ordinateur peut se synchroniser automatiquement et reconnaître ce que joue un interprète. Vous savez que quand un interprète joue, un interprète déjà peut faire des fausses notes, mais il ne joue jamais deux fois la même chose alors qu'il se base sur le même texte écrit. Et donc il y a toujours un gauchissement d'un texte et il faut que l'outil s'adapte pour finalement reconnaître dans différentes interprétations ce que joue l'interprète. Donc il va nous parler de cette problématique qui est fondamentale aussi pour la confrontation et la synchronisation entre le monde instrumental et les outils de synthèse. Ensuite, Thomas Goepfer, qui est réalisateur en informatique musicale, va nous parler justement de à quoi ressemblent ces programmes qu'utilisent les compositeurs. On appelle ça des patchs, c'est-à-dire cette collection d'outils, cette espèce d'orchestre virtuel qui est à la disposition du compositeur. Il va nous faire une démonstration et il va nous montrer à quoi ça ressemble et comment est-ce que ça se conçoit, quels sont les éléments de pensée, les éléments logiques qui sont à l'œuvre dans la constitution de ce corpus qui est extrêmement important puisque finalement c'est notre outil de travail principal quand on compose. Ensuite, Jean-Louis Giavito. Alors, José Echevest devait venir, mais il a un petit problème personnel. Donc, c'est Jean-Louis Giavito qui va occuper presque toute l'heure. Et Jean-Louis Giavito, lui, va nous parler de quelque chose qui se situe dans la continuation du travail d'Archiaconte. D'ailleurs, ils travaillent souvent ensemble. C'est du logiciel Antescofo qui permet non seulement
de faire synchroniser, c'est-à-dire de faire du suivi de partition, mais qui permet beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet d'exprimer ses idées musicales. Vous savez qu'il y a quand même un grand problème, c'est que l'ordinateur est un outil puissant, mais il faut tout lui expliquer. C'est-à-dire qu'un ordinateur ne comprend pas de lui-même, et donc il faut expliquer à un ordinateur ce qu'on veut faire. Et par exemple, dans le domaine du temps, dans le domaine de la polyphonie, comment représenter, d'un point de vue logique, des éléments dans le temps. Ça, c'est une grande question, comment représenter la successivité des éléments, mais aussi comment représenter par exemple, des courbes comme accélérer, ralentir, des notions de tempo, des notions de superposition rythmique. Donc ça pose des problèmes assez complexes et Jean-Louis va nous éclairer sur ce que permet justement ce logiciel Antescofo. Et on terminera donc ce début de seconde partie du colloque par l'intervention de Yann Marèche, compositeur qui a longtemps travaillé à l'IRCAM et qui, lui, va nous parler d'un domaine sur lequel il réfléchit depuis longtemps, qui est le domaine de l'orchestration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un outil qui nous aide à orchestrer. Alors orchestrer au sens musical, parce que le terme orchestration a aussi une valeur dans le jargon informatique, mais c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut décrire un son avec ses qualités, par exemple de brillance, d'harmonicité ou d'inharmonicité ou bruité, enfin différentes qualités sonores qu'on peut décrire, et un outil peut nous aider pour nous dire, bah, si vous voulez tel type de son, il vaut mieux prendre tel instrument, et, parce que tel instrument aura tel type d'harmonique. Voilà. C'est-à-dire qu'on part du son on fait une description phénoménologique du son, et l'outil nous donne des voix pour finalement savoir dans quelle direction on va orchestrer. Alors c'est un travail qui est assez long, qui est en chantier, qui n'est pas fini, mais qui est aussi quelque chose de très important dans notre vie de tous les jours de la composition. Et on va terminer cet après-midi, comme on avait terminé la matinée, par l'intervention d'un autre musicologue qui est Laurent Fénérou, qui va nous parler des enjeux de la composition du son et de la forme aussi, donc qui va apporter un deuxième regard esthétique par rapport à celui de Nicolas Dodin le matin, un deuxième regard esthétique sur ce qui s'est passé et sur l'histoire récente de la musique telle qu'elle s'est développée depuis les dernières années. Et on terminera, je l'espère, avec une grande discussion générale et dans laquelle on aura des questions, mais bien sûr vous serez amenés à poser des questions et vous êtes invités à poser des questions à la fin de chaque intervention. Voilà, je ne vais pas être un peu plus long et je vais passer la parole maintenant à Thomas Elie qui va nous présenter donc les outils pour la représentation et la fabrique physique du son.